bonjour à toutes et à tous. Et moi déjà, je peux vous dire d'entrée que je suis content de me retrouver un peu devant vous. Alors, mon PowerPoint, si vous voulez, mon intervention, elle est basée sur les questions vives. Donc j'ai bâti mon PowerPoint en fonction des questions que l'on m'avait soumises. Et voilà, donc comme ça vous avez une idée de la manière dont on va. Alors, je me présente un peu, je suis psychopédagogue, vous l'avez vu. Oh, j'ai travaillé beaucoup dans la formation. J'ai commencé par la formation des enseignants dans le cadre d'un CAP. Ensuite, j'ai passé mon temps un peu à la direction d'établissements scolaires. Et enfin, maintenant, je m'occupe de formation de formateurs pour notamment l'IFA-PME. Voilà, comme ça vous avez entièrement, vous savez qui je suis. Et je suis donc parti, et vous voyez par là. Donc, en fonction de ce que vous avez entendu dans ma présentation, je ne pouvais que choisir, comme dans les thèmes qu'on me proposait, je ne pouvais choisir que l'axe pédagogique, évidemment. Je ne pouvais choisir que celui-là. Et vous avez déjà une petite idée, comme ça, avec la photo, pour vous montrer vers où on va aller. Alors, j'ai mis quelques réflexions pour commencer, et que je me suis permis d'appeler mise en situation. Voilà. Attendez, je pense qu'il faudrait que je mette là. Voilà. Voilà une déclaration, évidemment, de l'Union wallonne des entreprises qui nous dit ça il y a un bon mois. Et ce que j'ai simplement souligné en rouge, c'est ça, moi, qui me pose question. C'est qu'il y a, disent-ils, une pénurie de main-d'œuvre adéquate. Et peut-être que la pénurie de main-d'œuvre adéquate, elle va peut-être s'expliquer par la formation qu'on va essayer de faire passer. Une autre, voilà, et je vous mets là aussi dans le fond. Je suppose que vous savez un peu qui c'est ce gaillard-là. Donc ça, c'était le chef d'un restaurant étoilé à Bruxelles qui vient de prendre sa retraite. Et en partant en retraite, il nous a écrit ça. Et j'ai donc pu le lire. Là aussi, la formation est catastrophique. Heureusement, c'est pas toujours moi qui dois dire les laides choses. Certains peuvent le dire à ma place. À 19 ans, quand ils sortent de leur formation, ils ont déjà trop de mauvaises habitudes, nous dit-il. Peut-être que j'en ai encore une autre, oui, voilà. Ça, celle-ci, elle m'a tué net. Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, voici ce qu'il nous annonce cette semaine. J'ai pu lire ça cette semaine, ça c'est tout frais, tout chaud. Et je note toujours ce qui est un petit peu important, le nombre d'emplois répétitifs. D'ici 2030, et 2030 c'est demain, hein. 2030 c'est demain. Alors voilà, ça c'est ce que je pense aussi. Et qu'on va essayer donc évidemment de proposer un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Je suis dans le bon, oui. Voilà. Ça, vous savez lire aussi bien que moi. Et puis, je pense qu'on va y aller. Ça, c'était une des premières questions vives, si vous voulez. C'était une des premières. Ce sont ce qu'on appelle, dans notre métier de pédagogue, ce sont ce qu'on appelle les connaissances antérieures. Et quand vous avez donc en face de vous quelqu'un qui est en formation, parfois on oublie de lui demander ce qu'il sait. On oublie de lui demander ce qu'il sait. Et on part comme si la personne qu'on avait en face de nous est un vide absolu. On ne lui demande pas ce qu'il croit savoir. Et si je peux avoir le temps
Vous serez... D'accord. Si je peux avoir le temps, je peux vous raconter l'expérience d'un des meilleurs professeurs, si on peut y dire comme ça, de zoologie, qui s'appelait Gaston Bachelard. Et ce monsieur Bachelard avait fait une leçon, comme on pouvait dire à cette époque, impeccable, sur la respiration des poissons. Et il avait donc expliqué, comme il était génial, il avait expliqué que les poissons, ça respirait par des branchies, qui est un système qui fixe l'oxygène, qui passe dans l'eau, etc., etc. Magnifique, pendant 50 minutes comme ça. Génial. Deuxième leçon, c'est celle que vous avez vécue pour la plupart d'entre nous, c'est que votre bon professeur, la leçon suivante, quand vous étudiez l'œil, la leçon suivante, il arrivait au cours avec un œil de bœuf qu'il fallait donc disséquer. Et mon monsieur Bachelard est arrivé avec 15 poissons dans la salle, dans la classe. Et puis les élèves ont disséqué les poissons. Et il en a dû écrire 2 livres, sinon il allait mourir. Cet homme-là, vous savez que l'écriture, c'est un exutoire. Donc il a dû écrire 2 livres, dont l'éveil scientifique, là-dessus, sinon il allait mourir. Vous avez une idée de la question des étudiants en découpant le poisson? Pardon? Ah, exactement. Question des étudiants, où sont les poumons? Mon pauvre Bachelard, il allait mourir s'il n'écrit pas 2 livres. Alors qu'il avait passé son temps pendant 50 minutes à expliquer que ça respirait par des branchies. Mais il faut savoir, et c'est ça l'important, que l'on reste sur sa première idée, même si derrière vient un apprentissage. D'où la question, où sont les poissons? On ne trouve pas les poissons, monsieur. Les poumons, excusez-moi. OK? C'est ça le problème. Donc, si nous ne demandons pas les connaissances antérieures, il peut arriver cela. Et les connaissances antérieures, il y en a 2 sortes. La première, elles sont correctes. Et la deuxième, elles ne sont pas tout à fait correctes. Si vous êtes formateur, etc., demandez un petit coup à quoi ça sert un thermo. Demandez un petit coup à vos gens que vous avez en face de vous à quoi ça sert un thermo. Alors sur 20 personnes, 18 à tenir chaud. Sur 20 personnes, 18 à tenir chaud. Et puis 2 autres, on aura peut-être quelque chose d'à peu près correct. Et vous, formateur, vous voulez apprendre que ça sert à tenir froid? Quand vous avez 18 personnes en face de vous qui sont convaincues du contraire de ce que vous allez essayer de leur apprendre. À mon avis, ça ne va pas aller tout seul. Et comme on sait que c'est ce qui va rester en dernier lieu, même après votre intervention, oui. Donc, je pense, moi, qu'il faudrait demander avant d'entreprendre n'importe quelle formation ce que les gens croient en savoir. Et comme ça, vous savez où vous mettez un peu les pieds, quoi. Si vous voulez, vous pouvez leur demander, à la fin de la première séance, vous leur demandez, et comme ça, vous savez baser votre intervention pour la deuxième séance, évidemment. Ça, c'était pour les connaissances antérieures. Le voilà d'ailleurs, notre gaillard, hein. Le voici, comme ça. Bon, c'est bien, toute connaissance, nous dit-il, est une réponse à une question, naturellement. Ensuite, voilà. Donc, de nouveau, la photo, comme la première, qui vous montre un peu vers où nous allons. On ferait mieux de tenter de travailler avec les gens plutôt que de s'acharner à agir sur eux. Ensuite, voilà, ça c'est encore une réflexion. Pour une fois, ce n'est pas un pédagogue qui le dit, donc peut-être que c'est intéressant. Personne n'apprend quoi que ce soit en restant à ne rien faire. Et je pense que parfois on est encore là. Et j'ai donc maintenant essayé de mettre un tas de choses qui sont là. Quand on demande aux gens comment on apprend, puisque dans ma formation de formateur, ils vont former des autres, je pense que je peux leur demander comment est-ce qu'on apprend. Et j'ai tout un tas de réponses qui sont là. Celle qui est en rouge, parfois il me faut longtemps pour l'obtenir. Et parfois je ne l'ai pas. Puisqu'on reste toujours, on apprend en regardant, en écoutant.
etc. En montrant, me dit-on. Alors, je peux vous apprendre à faire du skateboard ou du patin, rolling là-bas, en vous le disant et en vous le montrant. Mais je prends tous les paris la première fois que vous allez monter sur la planche. Pardon ? La première fois que vous allez monter sur la planche, à mon avis, peut-être que vous allez tomber. Hein? Peut-être que vous allez tomber. Je suis ici encore dans l'apprendre en faisant. Quand je suis formateur, ça me plairait bien de voir ça. Ça veut dire que je ne vous vois pas. Je ne vois pas le formateur là. C'est l'apprenant qui justement apprend. Et le apprendre en faisant, si je peux vous le traduire en anglais, c'est learning by doing. Et je l'ai entendu tout à l'heure, et le learning by doing, qui vient de notre camarade John Dewey. Et ce qui me sidère toujours, moi, c'est que apprendre en faisant, learning by doing, on sait ça depuis 1920. Et je ne suis pas sûr que c'est passé dans la pratique courante encore aujourd'hui. Si je prends un bête exemple, je te dis comment on met des briques. Je te le montre. Et tais-toi, parce que toi, voilà que tu arrives, tu as 15 ans, et ne viens donc pas m'apprendre mon métier. Moi, ça fait 20 ans que j'ai d'expérience en tant que formateur. Ne viens surtout rien me dire. On est toujours, très souvent, dans ce cadre-là. Je te montre, je te dis, tu le fais. Point. Moi, je pense qu'on devrait avancer, surtout en ce que vous avez lu tout à l'heure. Je te dis, tu le fais. Si je connais un tout petit peu de français, je te dis, tu le fais, c'est quand même répétitif, ça. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on m'a donné ? Que 800 millions d'emplois dans le monde entier pour les emplois répétitifs, allaient disparaître. Et quand je dis tu fais, je te montre, tu fais, ben moi je pense que c'est répétitif, hein, sauf si je me trompe, bien entendu. Donc voilà celle-ci. Et celle-ci, ce qui est intéressant pour moi, c'est avec un peu de chance, cette demoiselle peut trouver une nouvelle recette, peut trouver un nouveau cocktail, puisqu'elle a tous les ingrédients à sa disposition, personne ne lui a strictement rien dit, et avec un peu de chance, elle peut en trouver un autre. Parfois, pour faire rire, on me dit, oui, avec un peu de chance, elle sera saoule. Ah! Moi, j'aimerais bien, en tant que formateur, j'aimerais bien vous voir là, dans le fond, avec les bras croisés. Ça me plairait beaucoup. Et ce sont donc les deux formés qui sont en train de travailler. Et lui regardent pour pouvoir intervenir quand il y aura nécessaire. Alors, je vous mets chaque fois une petite chose là-bas. Parce que, évidemment, ce que je vous raconte, c'est quand même basé sur une réflexion ou des concepts, comme je l'ai entendu, universitaires, évidemment, puisque je suis passé par là. Mais j'ai essayé de les traduire dans ma vie de tous les jours de formateur. C'est ça que j'ai essayé de faire. Ça me plairait beaucoup, ça aussi. Le jeune, le formé travaille et c'est son formateur qui est à côté. Les Québécois, ils ont toujours beaucoup de belles expressions. Et les Québécois, ils nous disent « on apprend par-dessus l'épaule ». Et par-dessus l'épaule, c'est à côté. J'ai déjà eu des formateurs dans les cadres d'entreprise qu'ils n'avaient pas peur de me dire, moi je donne du travail pour la semaine à mon apprenti. Et puis il ne me voit plus. Vous imaginez les dégâts à la fin de la semaine? Je suppose que oui, hein. Vous imaginez facilement les dégâts à la fin de la semaine. Et ils n'ont pas peur de vous dire ça, parce qu'ils le sentent évidemment. Celle-ci aussi.
comme on me dit encore pour un petit peu parfois ennuyer, j'aime beaucoup cette photo, pas parce qu'elle est blonde. À la maison, j'ai une brune. Mais c'est parce qu'elle travaille. Ça fait de temps en temps, on peut bien rire quand même de temps en temps, sinon on n'est pas tous coincés là quand même. Donc moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle apprend à découper en découpant, pas en vous regardant découper, pas en écoutant comment il faut faire. Et lui il est tout prêt parce que je pense qu'il n'a pas envie qu'elle lui détruise sa pièce de viande. Donc, quand il va voir qu'elle va peut-être entreprendre une mauvaise action, il va pouvoir intervenir. Et c'est pas lui qui montre. On sait que c'est le kink du découpage. On le sait. On le sait, c'est pas la peine qu'il le montre. On nous a parlé de Giacotto tout à l'heure, hein? Exactement pareil. Celui-là aussi, hein, c'est toujours pareil. Alors, voilà maintenant. Ça, c'est ce que nous demandons, et convenons modestement que c'est très, très, très souvent comme cela. Très, très souvent comme cela. Et je pense qu'à long terme, il n'y aura plus. Et alors, comme il n'y a jamais qu'une belle photo pour montrer ce qu'on dit, en voilà une. C'est lui qui regarde et c'est l'autre qui montre. Vous allez être sidérés encore. Regardez celui-ci. Vous voyez, petit bout de chic là. Et regardez ce gamin-là comme il a l'air heureux. Il respire le bonheur, lui. Ici, dans la deuxième, il respire le bonheur d'être à l'école. Il y a un grand aussi pédagogue écrivain qui a écrit « Le bonheur à l'école ». Et quand je pose des questions, quand est-ce que tu es heureux chez ton patron? Réponse, quand il n'est pas là. Réponse des apprentis. 434 apprentis interrogés. Réponse. Quand est-ce que tu es heureux chez ton patron quand il n'est pas là? Ça doit être un genre comme celui-ci qui répond. On sait que lui, c'est le kink du traçage. On le sait. Il n'a donc pas besoin de le montrer, puisqu'en plus, en le montrant, il dégoûte l'autre à tout jamais. Puisque l'autre, il dit « Je ne pourrais jamais faire ça ». Et déjà, avant de débuter, il est démotivé. Avant de commencer. Il dit, je ne saurais jamais faire ça. Votre prof de dessin, il a fait la même chose avec vous. Un prof de dessin, il arrive ici, et en 4 coups de crayon, il vous fait une nature morte qu'on appelait de votre temps. Et vous, vous êtes là, vous ne pourrez jamais faire ça. Donc je suis foutu déjà avant de commencer. La suivante. Voilà ce qu'on nous dit de nos jeunes de 15 ans. Hein. C'est ce qui fait qu'on est un peu coincé quand on est dans l'enquête PISA. Pas parce qu'on est plus idiot que les autres, c'est pas ça du tout, mais c'est parce que cette enquête nous pose des questions à laquelle nos enfants de 15 ans ne sont pas habitués d'apprendre, puisque je dis tu fais. Je te dis tu fais. Et pour montrer que tu fais bien, je t'interroge. On reviendra sur l'évaluation tout à l'heure. Je te dis tu fais, je te dis tu fais, je te dis tu fais, je t'interroge pour me montrer que tu sais bien. Et tu as de beaux points. Et on y arrive maintenant un petit peu plus à l'intérieur de ça. Il y a dans le métier 3 modèles pour apprendre. Le premier, c'est le transmissif. Le deuxième, c'est le behavioriste, comportementalisme. Et le troisième, c'est le constructivisme. Apprendre en faisant, on est là. Le premier, le modèle transmissif, moi je l'appelle souvent vieux modèle. Pourquoi? Ben parce qu'il vient du XVIIe siècle, de John Locke. Et il avait basé, lui, toute sa manière d'apprendre sur une petite phrase qui disait « tabula rasa ». Ceux que j'ai en face de moi n'ont rien dans la tête et je dois donc tout leur dire, disait John Locke.
Est-ce que ça a tellement changé aujourd'hui? Modèle behaviorisme, ça c'est le comportementalisme. Tu as bien travaillé, tu as un bonbon, égal 10 sur 10. Tu n'as pas bien travaillé, tu as 0. Et moi je veux qu'on sorte de ce système-là, parce que j'ai pas envie que les gens qui se forment, et pour ceux qui sont dans les écoles ordinaires, arrivent à 33% d'échecs à l'université. Puisque à l'université, j'ai plus de bonbons. Entre septembre et janvier, j'ai plus de bonbons. Et quand j'ai en janvier des bonbons, il est trop tard. Pas quand on est en première, puisqu'on a 3 chances aujourd'hui. Et donc moi, je plaide, et j'ai toujours plaidé, pour le 3e modèle, constructiviste. Celui-là m'intéresse comme modèle. Je construis mon savoir. Je construis ma formation. J'apprends à mettre des briques en mettant des briques. Et vous multipliez la même chose. J'apprends à découper, je ne recommence pas tous les exemples que vous avez vus. Ça, c'est le constructivisme. Je suis tout le temps dans ma vie de tous les jours d'adulte, nous sommes toujours confrontés à ça. Parce que si vous me dites que dans la vie de tous les jours, ça va toujours comme vous voulez, j'émettrai quelques doutes. Et donc, on a des connaissances, je dis, tu restitues, on a des connaissances. Mais en fonction des connaissances, avec ce que je connais, qu'est-ce que je peux faire? C'est la 3e colonne que je ne connais pas encore. J'ai des connaissances, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je ne connais pas encore, égale le constructivisme, qu'est-ce que je peux construire? Pour ceux qui voudraient un petit peu plus de mots encore, c'est tout simplement le transfert ou la mobilisation. Je connais certaines choses, est-ce que je peux les mobiliser face à une question que je n'ai pas encore rencontrée? Je vais vous donner une petite expérience, parce que moi, sans ça, je ne sais pas fort travailler. Je donne des formations d'adultes pour des chefs d'équipe. Et ils arrivent en formation sans rien, sans un bic ni un papier. Des gens dans ma tête, comme on dit à Liège, c'est déjà une indication. Et puis, pour rigoler au départ, je dis, ouais, c'est comme si je venais travailler chez vous en maçonnerie sans ma truelle, pour rire. Mais par après, ça devient plus. Puisque je dis, mais comment ça se fait que vous êtes comme ça? Et écoutez la réponse d'adulte. Comment ça se fait que vous êtes comme ça? Ben, on ne nous a rien dit. Je pense que je suis dans le je dis, tu fais. Chef d'équipe, on aurait peut-être pu leur dire, vous allez demain en formation, prenez un bic, hein, les gars. Mais on ne dit pas, donc ils ne prennent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la 3e colonne. Et dans la 3e, je dis, tu fais, ça demain c'est machine. C'est mes 800 millions d'emplois, c'est la robotisation demain. Je te dis, tu fais. Jusqu'à preuve du contraire, quoique, la machine ne pourra jamais, jusqu'ici, ne peut pas encore tout à fait réfléchir à notre place. Je suppose que vous savez qu'il y a une machine qui place des portes. Mais s'il y a quelques morceaux de mortier qui dépassent, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, la machine ne peut pas encore dire « il faudrait que j'enlève ça pour que ça passe ». Ça, elle ne peut pas encore dire, je dis bien aujourd'hui. Dans une génération et demie, à mon avis, ce sera oui. Puisque j'ai entendu ce matin en venant qu'il y avait un petit robot que vous pouvez prendre chez vous et qui va tout régler à votre maison, même s'il arrive un inconnu dans votre maison, on va vous le signaler sur votre téléphone. Ça, c'est ce que j'ai entendu à la radio en venant. Il mesure 55 cm de haut. Oui, ok. Où? Schnell, vite. Ça, c'est bien, c'est Simone, gardienne du temps. Voilà des exemples de constructivisme. Hein. C'est quoi, constructivisme? Voilà 3 trapèzes à gauche. Dites-moi ce que c'est qu'un trapèze. Voilà quelques exemples là. Constructivisme, écrivez-moi la loi principale en électricité. Et quand on travaille comme ça, on n'en a pas seulement une, on a les 3 possibilités d'un coup. Il y en a qui partent de la tension, d'autres de la résistance et d'autres de l'intensité, et ça dure 3 minutes 25.
Mais j'ai fait réfléchir les gens. On va le passer celui-là. Parce que je voudrais venir à l'évaluation s'il me reste que 5 minutes. Il y a encore quand même quelque chose ici. Ça, faudrait peut-être le voir. Parce que ça, je pense que dans la formation, on oublie trop souvent. Et ça faisait le désespoir de mes professeurs dans la salle des profs. C'était celle-là. Quand je donnais une interrogation ou un contrôle et qu'il y a un 10 sur 10, tout le monde est content. Mais il serait peut-être intéressant de demander à nos formés, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour avoir 10 sur 10 ? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre travail pour qu'aujourd'hui ce soit parfait ? Et ça, on oublie parfois de demander. Quand on a donné quelque chose et qu'on fait un contrôle, je t'avais demandé de faire 5 choses aujourd'hui. Et dans les 5, il y en a 3 qui sont bien faites. Bravo. Mais la question suivante, elle arrive rarement. Pourquoi les 2 autres ne sont pas faites ? Tu peux m'expliquer ? Puisqu'on a essayé de nous dire que la compréhension n'était que dite. Si je ne sais pas expliquer ce que j'ai compris, c'est que j'ai rien compris. La compréhension n'est que dite. Si je ne sais pas expliquer ce que j'ai compris, c'est que j'ai rien compris. Et si vous parlez avec des jeunes et même des adultes, puisque aujourd'hui la mode c'est, quand vous leur demandez, tiens, qu'est-ce que tu as compris ? Et alors ils vous disent, en fait, puisque tous les 4 mots ils disent 3 fois en fait aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Mais en fait, oui, donc en fait, tu n'as rien compris, quoi. Donc c'est une question qu'on peut essayer de demander quand on forme. Et pas, tout le monde a compris ? Oh oui. Question à poser ? Oh non. Et à ce moment-là, tout le monde regarde ses chaussures, et dans la tête de l'apprenti, c'est « Ah, pourvu qu'il ne tombe pas sur moi ». Eh oui, pour ça qu'on regarde ses chaussures. Ah ben écoute, Anne, c'est la vie de tous les jours. Hein. Je ne veux pas raconter autre chose. Ça, c'est l'évaluation. Tout le monde connaît ce tableau. Hein. Tout le monde connaît ce tableau. On a entendu parler d'évaluation tout à l'heure. Quand on donne les mêmes copies à 2 personnes, comment est-ce qu'on peut avoir un résultat comme le résultat qui est en rouge ? Comment ça peut exister ? On va voir ici, on va venir là. Hein. Ouais. Ah oui, ça aussi c'est intéressant. Ça aussi c'est intéressant dans l'évaluation. Et ça pour une fois, non pas pour une fois, c'est pas Yvan Quevet qui l'invente. Hein. C'est dans le code du travail. Donc il faudrait peut-être s'en souvenir quand on fait des évaluations. Vos enfants qui sont évalués en évaluation surprise, là. Réfléchissez, l'évaluation surprise. Je dois être prévenu des procédures d'évaluation avant que l'évaluation n'arrive. Quand est-ce qu'elle va arriver ? Par qui, comment et pourquoi ? Comme ça que je fais une évaluation de mes gens. Alors, pourquoi formative ? Il y a 2 sortes d'évaluation. Vous savez, j'ai entendu parler tout à l'heure d'évaluation, contrôle, etc. Moi, contrôle, je mets certificative. Et puis, il y a l'autre, c'est la formative. C'est quand je forme, je l'ai dit tout à l'heure, sur 5 choses, 3 qui sont bien faites, pardon. Ça, c'est la formative. On en fait tous les jours. Avec vos formés, en tant que formateur, vous faites de l'évaluation formative tous les jours. Et puis la certificative, ça c'est la contrôle. Et pour la certificative, il me faut des critères, évidemment, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et des critères, évidemment, pour bien faire, objectifs. Des critères objectifs. La mousse au chocolat sera bonne, ce n'est pas un critère. Puisque moi, je déteste le chocolat, c'est pas vrai, hein. La mousse au chocolat sera bonne ne peut pas être un critère. Elle sera ferme, oui. Ça, c'en est un. Critère objectif. Alors, l'évaluation formative, ça c'est aussi important. Ce qui distingue un formateur expert de celui qui l'est moins, c'est celui qui pratique dans sa formation une remédiation immédiate. Quand je fais de l'évaluation formative, je sais remédier immédiatement. Et ça, c'est important. Immédiatement.
Et l'autre, c'est la certificative, évidemment. Et celle-là, la certificative, pour être juste, elle ne peut se faire qu'avec des critères. Qu'avec des critères. C'est quoi un formateur compétent? Et ça, peut-être qu'il faudra, avec l'aide de tous les instituts, il faudra qu'on mette au point les critères objectifs. Un formateur compétent, il peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On devra, je pense, y passer, comme ça on aura tous le même avis. Conclusion provisoire, parce que les conclusions, elles ne sont jamais provisoires, tellement la science avance tout le temps. Donc, provisoire. Et je vous mets ceci pourquoi? Parce que je pars du principe que dans notre métier de formateur, on forme d'abord quelqu'un à quelque chose. Et c'est le quelqu'un qui est important. C'est le quelqu'un qui est important. Le quelque chose, ben oui, on fait ce qu'on peut. Mais le quelqu'un. Et si vous ne voyez pas tout de suite où je vais, c'est comme ça que vos enfants justifient parfois un mauvais résultat à l'école. Comment ça ne va plus en maths maintenant? Ça allait bien l'année passée, pourquoi ça ne va plus maintenant? Et la réponse est « j'aime pas le prof ». Ou pire, le prof ne m'aime pas. Ça, c'est le pire. Les autres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, papa, dans la classe. Mais moi, dès que je bouge, je craque dedans. Ils ne m'aiment pas. Quand est-ce que tu es heureux à l'école? Quand le prof que je n'aime pas n'est pas là. C'est quelqu'un, c'est le quelqu'un qui est important. Et dès qu'avec le quelqu'un, ça se passe bien, la formation, elle va toute seule. Et ça marche. Et on termine par celle-là. J'ai dépassé un peu. Non. Comme je suis. Bon. Oui, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Mais pour ça, il faut des critères. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ce point de vue de pédagogue qui nous rappelle vraiment avec clarté l'importance d'apprendre en faisant, l'importance aussi de voir la place des connaissances antérieures dans les obstacles à l'apprentissage. Oui. Et ça, vraiment, merci beaucoup de nous le rappeler. Et je pense que vous allez vraiment dans le sens, me semble-t-il, des recherches actuelles qui montrent l'importance de développer les savoirs agir en situation, ou plus exactement les savoirs réagir en situation. Et on parle même de développer les compétences d'ajustement en situation, de façon à gérer l'imprévisibilité. Et c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs à ces jeunes qu'on voit ne pas être efficaces peut-être au travail. Alors moi, ma question, elle va donc porter sur l'avenir de tout ça. Comment finalement on peut se dire que à ce jour, il faudrait développer peut-être 3 choses. Les capacités de débriefing, oui. Comment former les formateurs au débriefing. On voit que ça semble très important. La deuxième chose, peut-être, c'est les capacités d'analyser l'activité. Vous avez montré beaucoup de jeunes en situation de faire. Oui, oui. Est-ce que le formateur a été formé à l'analyse de l'activité, par exemple? Troisième chose, il me semble évident dans votre modèle, la place de la formation en alternance. Elle me semble, sauter, on la voit très nettement. Et enfin, je voulais vous interroger, alors c'est un petit peu quatrième chose, c'est on parle maintenant de plus en plus des classes inversées. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est-à-dire, ce sont maintenant les jeunes qui font cours, donc qui se mettent en situation, qui se mettent en scène. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est vers ces modèles-là qu'il faut aller? Voilà, donc question autour de l'avenir des formations de formateurs. C'est ça. Donc, vous parlez d'avoir la qualité et la compétence pour les jeunes. Pour moi, la qualité et la compétence, c'est la 3e colonne. Quand je ne suis pas étonné, quand les chefs d'entreprise disent on a 31 000 emplois à conférer, mais on ne trouve pas la main-d'œuvre adéquate. Moi, je supprime le mot adéquate et je mets, parce qu'on l'entend aussi, la main-d'œuvre
qualifiée et compétente. La qualification et la compétence, elle n'est que pour moi, dans ma troisième colonne, le constructivisme. Et si je suis chef d'équipe, par exemple, pour vous donner un exemple encore concret, le chef d'équipe est avec son équipe en début de semaine devant un travail. Et s'il reste dans le vieux modèle, il va dire « vous devez faire ça, 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 ça et ça ». Aujourd'hui, on ne plaide plus pour ça. C'est le chef d'équipe qui réunit ces gens et qui dit « comment on va s'en sortir dans ce travail ?» Qui a des idées ici pour s'en sortir? Et un ouvrier va dire, ben moi je ferai comme ça, chef, un autre comme ça, un autre comme ça. Et lui, le formateur, c'est quand même le chef d'orchestre. Donc il va essayer que dans son travail, il y ait le moins de fausses notes possible. Et donc il va prendre l'avis de tout le monde, et puis c'est lui qui va dire, ben oui, voilà, moi je ferai comme un tel. Et il posera encore deux questions. Si on fait comme X, pourquoi c'est comme lui qu'on va faire? Pourquoi c'est lui qui a raison, autrement dit? Et là, je suis dans la réflexion de mes hommes et de mon équipe et la réflexion de mes jeunes. Et dans la classe inversée, où ce sont les jeunes qui recherchent et qui préparent leur matière, on est toujours dans la troisième colonne, là. C'est moi qui fais, avec des mots qui font parfois un peu tarte à la crème, je suis acteur de mon apprentissage. Ça, c'est bien de le dire. Mais maintenant, c'est encore mieux si on essaie de le mettre en pratique sur le jeu. Et c'est ça, être acteur de son apprentissage. Et on est toujours dans la même colonne. Et moi, je pense, pour vous joindre un peu là-dessus, que c'est vers là qu'il faut aller. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix. Quand on vous dit qu'il y a des marques... Moi, j'habite dans un... Comme ça, vous saurez tout. J'habite dans un petit village où il y a plus de bêtes à cornes que de gens. Donc, ça veut dire que quand nous sommes tous là, nous sommes 180 et il y a 4 000 bêtes à cornes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des robots qui traient les vaches? J'espère que tout le monde le sait aujourd'hui, qu'il y a des robots qui traient les vaches. Oui, qu'il y a une machine qui met des briques et des blocs. Je l'ai vu à la foire de Düsseldorf. Ils sont là. Donc, si je continue à faire des gens qui ne pourront que reproduire, ben, je pense qu'ils vont vers très peu de travail, pour ne plus dire plus du tout. Il faut donc que je fasse, quel que soit l'endroit où je me trouve, des gens qui sont compétents et qui sont qualifiés. Et celui qui est compétent, c'est celui qui peut rassembler toutes ces idées face à une situation nouvelle. Mais les gens ne sont pas prêts à faire ça. Vous voyez mon triangle et mon polygone? Quand on faisait ça dans les écoles où je travaille, j'avais les parents à la maison, au bureau. Et dire, mais monsieur, on ne peut pas demander aux jeunes de faire des choses qu'ils ne savent pas. Tiens donc, madame, votre gamin n'a pas étudié le triangle. Si, on lui a fait faire des exercices toute la semaine. Et tiens, madame, cet hexagone, est-ce que c'est pas 6 triangles? Oh, si, monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé. C'est rien, madame, on est là pour ça. Mais oui, mais c'est difficile de faire admettre ça. Et le travail n'est plus que pour cela, pour ceux qui vont pouvoir réfléchir toujours à leur métier, à leur situation, et tout le temps en termes de réflexion. Mais pour ça, il faut que j'ai été habitué. Et c'est difficile à faire changer. C'est difficile à faire changer, puisque nous-mêmes, on a été élevés, on a le poste qu'on a. On a le poste qu'on a. On a été fait avec le je dis tu fais. C'est très clair. Et c'est seulement ensuite notre expérience et tout qui nous fait comprendre qu'il faudrait peut-être qu'on aille un petit peu à gauche et à droite. Ça vous va? Ok, moi à la fois je réagis par rapport à ce que vous venez de dire en disant, je pense qu'effectivement on est tous ici convaincus de l'intérêt d'une démarche constructiviste. Ce qui serait intéressant évidemment, c'est de voir et de réfléchir à ce que ça suppose en termes de positionnement et de compétences du formateur pour être capable de mettre en place des démarches constructivistes. Ce n'est pas si évident que ça. Mes questions sont différentes et elles sont liées. Vous dites learning by doing, on fait ça depuis des lustres. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ça maintenant? Est-ce que vous avez une hypothèse sur le fait que ça ne parvient pas
à modifier les pratiques. Et la deuxième, un peu liée, quoique, je dis tu fais, hein, ce que vous avez développé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le fait du formateur et de ses compétences, ou est-ce que c'est le fait des exigences de l'institution dans laquelle il travaille? Ah, bonne question, oui. Évidemment. Mais là aussi, oui, c'est sûrement l'institution, parce que moi, quand je les ai, je dois parfois me battre là-dessus, et puis, quasi chaque fois, en fin de séance ou après une semaine de formation, ils disent, bah oui, mais c'est, comme je dis souvent, parce que c'est agréable à entendre, c'est nos chefs bien-aimés courageux qui devraient venir. C'est ce que je les entends dire. C'est eux qui devraient venir. Ben oui, ok. Mais nous, il y a certaines choses que je peux faire sans avoir l'accord préalable de ceux qui ont la prétention de nous diriger. Causer positif aux gens, je n'ai pas besoin de... Quand je dis je forme quelqu'un à quelque chose, quand je cause positif aux gens, j'ai pas besoin de l'accord de ma hiérarchie. Quand je demande si je veux être dans la 3e colonne avec les gens que je forme et mes formateurs, chaque fois que je vais demander pourquoi et comment aux gens que je forme, chaque fois je suis dans le bon. Pourquoi c'est comme ça? Comment tu vas faire? Comment? Je n'ai pas inventé non plus, hein. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de sources, je n'ai jamais été chercher que ces choses-là chez Philippe Mérieux. Hein. Jamais que chez lui. Hein. Jamais que chez lui, enfin entre autres ça, quoi. Entre autres ça. Hein. Voilà. Pourquoi, comment? Et dès qu'il lui dit, vous les mettez dans n'importe quel sens, vous demandez les pourquoi des comment, ou les comment des pourquoi, et chaque fois, vous allez vers ce genre de formation. Ben oui, pourquoi je dois mettre des tuiles comme ça? Pourquoi? Pas parce que tu me l'as dit, mais pourquoi? Je pourrais vous donner, je peux encore aussi, je vais vous la donner, parce que comme ça viendra au début. Quand je suis avec ma formation avec les chefs d'équipe, j'ai des paquets de 12. D'accord? Des chefs d'équipe, des paquets de 12. Et avec 12, ça peut aller. Hein. Ça peut aller. À la limite, on peut tolérer le téléphone. Hein. Donc des chefs d'équipe. Alors je vais vous faire. Hein. Ça va encore faire rire l'Assemblée, mais ça n'est jamais que mon vécu. Alors je vais faire. À 10 heures, le téléphone sonne. Vous ne direz pas les firmes, hein, je peux, mais non, c'est pas mon job. Donc 10 heures. Et le chef d'équipe, j'entends, et il répond, fais comme tu le sens. À 11 heures. À 11 heures, un autre téléphone, et j'entends, t'inquiète, on verra ça demain. Et donc, j'en conclus que l'équipe que je dirige ne peut pas travailler toute seule. Et je l'ai donc rendue dépendante de moi, et ce devrait être juste le contraire. Quand le chef d'orchestre dirige son orchestre, moi je n'en ai jamais vu, en dirigeant, il ne joue pas d'un instrument. On sait qu'il sait jouer sûrement d'un instrument, mais il n'en joue pas, peut-être de tous, mais il n'en joue pas. Et quand je suis face à mon équipe, moi je regarde comment elle travaille et je n'en joue pas. Pour essayer de donner un petit conseil à gauche, un petit conseil à droite, etc., etc. Vous voyez, quand j'ai ça, j'ai la confirmation de dire que c'est difficile, et je vous rejoins, c'est difficile de faire changer. Pourquoi c'est difficile? Parce que moi j'ai été appris comme ça. On a fait la même chose avec moi, me disent-ils. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir, je pense, une réflexion double quand il est question de formation, à la fois d'envisager un plan de formation, mais qui concerne à des degrés divers les différents niveaux concernés par la compétence à développer, une sensibilisation, ne fût-ce que pour laisser faire celui dont on va développer la compétence, et puis aussi d'avoir une réflexion d'articulation de la formation au système d'organisation sur le travail, et non pas quelque chose de tout à fait autonome là qui vogue dans les cieux. Voilà. Moi, je suis convaincu à 350% qu'en travaillant comme ça, en le faisant, c'est comme ça que je vais être plus performant dans mon entreprise. C'est comme ça que je vais attendre de mes gens une performance, parce qu'il y aura toutes des compétences, et là on suit les compétences demandées par l'institution, par l'entreprise, et toutes les compétences qu'ils disent, si on travaille de cette façon-là, elles seront vraiment bien acquises, elles seront maîtrisées.
Parce que souvent, on parle de matière vue. On a vu, ah oui, oui, on a vu comment on mettait les briques, on l'a vu, très bien, on a vu, oui. Un cahier de matière vue, il est comme ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est matière maîtrisée. Et inutile de vous dire que maîtriser, comme ça, vu, maîtriser, comme ça, hein, c'est clair. Et nous, dans les entreprises, et poursuivre leurs compétences, c'est ça quand même. Un entrepreneur, je pense qu'il aimerait bien que tous ces gens soient vraiment très compétents. D'autres questions du comité de pilotage? Enfin, vous pourriez y revenir après. En classe? Non. Moi, je voudrais revenir. Alors, oui, peut-être juste une remarque. Je pense que vous avez à suffisance effectivement mis en évidence le fait que les risques encourus, évidemment, par un modèle qui serait basé uniquement sur une répétition, et on voit bien effectivement la montée en puissance de l'intelligence artificielle pose effectivement un risque énorme sur ces métiers qui sont des métiers basés uniquement sur la répétition. Donc je pense que là, effectivement, les chiffres sont assez parlants et l'avenir est malheureusement assez morose par rapport à ça. Maintenant, je reviens un peu par rapport à votre pratique. Donc, je sais par ailleurs que vous formez des formateurs en entreprise. Donc tout à fait. Des formateurs oui. qui font, qui suivent des apprentis en entreprise. Et je voudrais un peu que vous reveniez un peu sur votre pratique par rapport à cette notion d'autonomisation. Donc j'ai bien senti l'importance de pouvoir travailler auprès de ce public-là, auprès de ces formateurs-là, cette notion-là. Donc ma question est de savoir vraiment comment faites-vous pour qu'il y ait presque cette révolution culturelle. Oui. Ben alors on va aller dans les détails, hein, et ça va être gai. Quand j'ai les gens qui viennent en formation chez moi, la première question qu'ils reçoivent, c'est qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ça, c'est la toute première. Et si vous voulez des beaux mots, quelles sont vos attentes à la fin de ces 2 journées de formation? C'est ça. Alors déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous en raconter jusqu'à demain, ce qu'on entend. Donc ça, c'est une des premières choses. Connaissance antérieure. Chaque fois, ils ont une question. Comment on apprend? Et j'écoute ce qu'ils me disent. Et comme je leur dis que je suis toujours à peu près poli, je leur dis, pour qu'ils n'aient pas peur, j'écris tout ce qu'on me dit. Donc j'ai écrit. Et il y a des réponses là-dedans qui sont acceptables, des réponses qui le sont moins, des réponses qui sont exactes. Mais si je partais de l'ancien modèle, je dirais les formateurs que j'ai en face de moi, il n'y a aucun qui a une licence en pédagogie là-dedans. Donc ils sont nuls, ils savent rien me dire, donc je vais tout déverser. Comme maman oiseau dans la bouche de leur petit avec des gouches comme ça, tching, 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 tching. Et on sait que quand on a fait ça, il n'en reste rien. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois, c'est eux qui construisent leur savoir. Chaque fois, je leur demande. Chaque fois, des dizaines et des dizaines de questions, je ne dis jamais rien. Parce que dans un dictionnaire de pédagogie, il y a un mot qui n'existe pas, et c'est le mot « dire ». Vous pouvez acheter sur une brocante un dictionnaire de pédagogie, vous regarderez, le mot « dire » n'est pas dedans. Donc il faut que je fasse toujours découvrir, étant adepte notamment d'une des méthodes actives en pédagogie qui s'appelle la pédagogie de la découverte et de la redécouverte. C'est vous qui devez retrouver ce qu'on vous a dit. C'est vous. Et alors on fait tout le constat et j'essaye de les mettre dans des conditions, parce qu'ils ont les mêmes, ils ont certaines de DIA que vous avez vues aujourd'hui, ils les ont devant eux aussi, hein. On ne fait pas 2 discours quand je suis ici et quand je suis face à eux. Hein. Ils ont exactement la même chose. Donc, j'essaie de mettre ça en pratique. Autrement dit, je me considère toujours comme leur formateur et eux mes formés. Et ça marche, hein. Et ça marche. Au début, il faut toujours un petit peu, parce que les gens ont peur de parler, puisque quand ils étaient en formation, chaque fois qu'ils ont dit une bêtise, ils se sont fait remettre à leur place. Donc ils n'osent pas parler au début. Mais après, ça va. Ça marche à toutes les fois. Et j'essaie de leur dire qu'il faut faire un petit peu à la fois. Tout, on ne peut pas. Tout, on ne peut pas. Ça, c'est sûr d'un coup. Mais un peu à la fois, oui. Mais c'est sur le terrain et ça marche. Et c'est pas difficile, quand je leur dis. C'est pas difficile. Il faut juste la volonté. C'est celle-là. C'est celle-là.
Si tu trouves que ce que je t'ai raconté est important, tu vas trouver le moyen de le faire. Si tu ne le trouves pas, tu vas trouver une excuse, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça, c'est pas nouveau. On n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est de ça? D'où il sort? De quelle planète il vient, lui? Et ceci et cela. Ah oui. Mais c'est sur le terrain. Donc, les gens que j'ai en face de moi en tant que formateur, et je vous dis, des milliers de formateurs, des milliers, c'est comme ça. Ils ont le même discours. Et quand j'ai parfois des échos, ça marche. J'ai tenu le même discours avec mes futurs enseignants dont je vous ai parlé, pas plus tard que ce matin, un monsieur qui est là, que je ne connais pas, mais qui est le mari d'une ancienne élève qui est passée chez moi, me dit et ça marche, et ça marche, et ça marche. Et vous êtes apprécié, et en plus de tout, vous êtes apprécié par les gens que vous dirigez. Je vous ai dit qu'on formait quelqu'un à quelque chose. Hein. Quand vous êtes apprécié des gens que vous dirigez ou que vous formez, vous obtenez ce que vous voulez. Une petite question sur l'évaluation, oui. Si vous le permettez. Donc, vous avez parlé de critères pour oui. L'évaluation oui. certificative. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de critères pour l'évaluation formative? Personnellement, je n'en étudie pas. Donc, je n'en connais pas si vous voulez. Ils ne sont pas capables, donc on sait aussi qu'on apprend par essai et erreur, donc s'ils se trompent, je ne peux pas les sanctionner. Vous comprenez? Donc c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, 5 choses à faire, 3 qui sont bien faites. Parfait. C'est de l'évaluation formative. Je n'ai pas besoin de lui dire, donc sur 5, 3, ça fait 60%. Je n'ai pas besoin de lui dire que c'est 6 sur 10. Pas besoin. Vous comprenez? Vous avez quand même besoin d'un guide pour votre appréciation, votre évaluation. Oui, d'accord. Excusez-moi. Vous avez quand même besoin de critères. Bien entendu. Donc moi formateur, si vous voulez, le formateur en maçonnerie, il a des critères pour pouvoir dire que son coin de mur est bien fait. Il a des critères, lui. Mais quand il forme son gamin pour arriver à ce que ce soit la perfection, il connaît les critères et chaque fois que le gamin va se tromper, il va l'aider. Et il n'y a pas besoin de lui mettre là-dessus des points, si vous voulez. Comprenez ce que je veux dire? Vous faites une différence entre cotation et critères. Voilà, tout à fait. Mais donc, tout à fait. Vous êtes bien d'accord qu'il faut aussi les critères pour l'évaluation? Absolument. Ah oui. Ça, c'est clair. Oui, on change de côté de salle et puis on continue. Oui. Merci, bonjour. C'est vrai qu'apprendre en faisant, c'est fort important et je pense que parfois ça ne suffit pas. Si je vous partage mon expérience, je suis une formatrice indépendante, je forme dans le mind mapping. Je forme à peu près 1200 personnes par an, dont beaucoup d'enseignants et de formateurs. Et en fait, je me rends compte que par rapport, en tout cas, au mind mapping, simplement faire ne suffit pas. Donc, je pourrais donner une journée où les apprenants font 12 cartes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont compris l'utilité de faire des cartes. Ce n'est pas pour ça que leur système de croyance a été revu par rapport aux freins qu'il pourrait y avoir par rapport à l'utilisation des couleurs, des dessins, etc. Et c'est pas pour ça, finalement, qu'en fin de journée, ils ont envie de faire des cartes. Or, moi, mon objectif, c'est justement de les brancher sur cette envie d'en faire. C'est un peu le changement, si on regarde les changements de Bateson, on est dans un changement de type 1, quand on leur demande de faire des cartes toute la journée en formation. Mais il faut également prendre, pour moi, le changement de type 2, c'est-à-dire de changer tout leur système. Ok, donc je vais d'abord répondre sur le fait d'avoir envie. C'est clair que c'est d'abord par là. C'est toujours mon fameux quelqu'un. Mais il faut savoir aussi que la motivation, donc l'envie, on est motivé quand on réussit. C'est à partir de ce moment-là qu'on est motivé. Quand on est toujours remis à sa place et qu'on loupe tout le temps, on n'est plus motivé. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma formation? Bien sûr, en faisant, je vais essayer, moi, que chaque fois que j'essaie de demander quelque chose, ça marche. Ils réussissent. Et si vous voulez que je monte d'un cran et que je vienne aux compétences
quand un formateur en n'importe quel métier a décrit toutes ses compétences que son futur ouvrier devait avoir, il va évidemment commencer par la plus simple. J'ai parfois des gens qui me disent, moi je commence par leur demander de faire ce qui est le plus difficile. Et puis forcément ils me disent, on ne les trouve plus motivés. Je vais commencer à me dire, dans ma région, ils sont plus motivés. On écrase les voyelles. Ils ne sont plus motivés, forcément. Je suis motivé quand je réussis. Donc, toute ma journée, ils vont faire, mais chaque fois, je vais essayer qu'ils me découvrent pourquoi on va le faire comme ça. Et en faisant comme ça, on va peut-être atteindre un jour de plus en plus vers la perfection et vers la compétence. Et chaque fois, vous verrez, chaque fois qu'ils réussissent une toute petite étape, chaque fois ils retrouvent de la motivation pour l'autre. Quand on demande à nos apprentis qu'est-ce que tu fais le plus souvent chez ton patron et qu'ils vous répondent, je ne dirai pas avec leurs mots à eux, alors il ne faut pas s'étonner qu'ils zappent et qu'ils s'en aillent. Bonjour. Je vais juste faire un petit extrait réflexif pour introduire ce que je voudrais dire là. Mais moi, je suis passée il y a très très longtemps par l'école. On appelait ça l'école normale, hein, mais c'était encore en 2 ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'en suis partie en courant à la fin des 2 ans. Parce que j'ai eu un pédagogue qui m'a dit, à la fin de ma formation, n'oubliez pas que, mademoiselle, que c'est vous qui savez que eux, donc les apprenants, ne savent pas. Je me suis dit, oulala, c'est tout l'inverse de ce que je veux faire. Et donc après, j'ai fait mon parcours universitaire qui m'a conduit maintenant à être pédagogue, à travailler avec des adultes, à travailler à l'université. Et à beaucoup réfléchir sur tout ce parcours là dans lequel je me retrouve encore en face d'enseignants qui viennent chercher un master. Et vous avez dit, pour faire le lien entre ce qui a été dit ce matin et ce qui a été dit ici, vous avez dit dans un dictionnaire de pédagogie, on ne trouve pas le mot dire, mais on trouve le mot savoir. Alors moi je pense que en tant que formateur, on doit se poser la question savoir de qui, savoir pourquoi, et qu'on peut là faire le lien entre le beau profil psychologique que nous avons eu ce matin en termes de narcissisme et de mise en scène. Et je pense que c'est là qu'on doit se poser la question et que je pense qu'on peut trouver du sens entre tout ce qui vient de se dire là sur cette matinée. C'est en termes de rapport à soi, et de pratiques sociales. Et je pense que pour lier tout ça et pour peut-être penser référentiel quand même à un moment donné, mais en n'y adhérant pas non plus, mais en me disant que c'est quand même une nécessité, je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas expliqué, c'est le mot posture. La posture du formateur. Et je crois que c'est là qu'on touche à quelque chose qui est important et qui donne une identité, je pense aussi, du formateur. Voilà, c'était pas une question, mais c'était juste une réflexion. Non, mais pour la posture, vous avez raison, et on l'a entendu tout à l'heure. Hein. Moi, le jour où je ne suis plus passionné par ce que je fais, je dis stop, ne comptez plus sur moi, c'est terminé. Et mon objectif, mais je vous dis, il vient pas comme ça n'importe quoi, il y a derrière une structure pédagogique, psychologique, etc. Mais mon job, c'est de communiquer à ceux que je forme, la même passion, le même amour de leur métier, mais ils me le disent eux-mêmes de temps en temps. Qu'est-ce qui vous fait fonctionner? L'amour de mon métier. Eh bien alors, on va essayer de le faire partager par ceux qu'on a la prétention de former. Et je pense que ça marchera. Et ça marche. Ça marche. Il faut aller voir dans la littérature, mais pas seulement pédagogique, des industries aussi. Les industries qui cartonnent. Les industries qui cartonnent sont des industries dans lesquelles on lit sur le front des gens qu'on dirige, humain. Je lis humain là. Et c'est celle-là qui cartonne. Il faut regarder dans la littérature, les revues Management et autres, vous lisez ça à longueur de page. Je voudrais revenir sur votre trio. Je dis tu fais, tu fais, tu appliques, tu construis. Et peut-être avec un poke pour Michel Silin qui avait des réticences quant à la certification ou au référencement de la pratique.
est-ce que ça pourrait constituer une réponse sur cet aspect de certification, de dire par rapport à un formateur ou un enseignant, est-ce qu'on peut aussi évaluer ou certifier même sa pratique sur sa seule capacité à répéter, sur sa capacité à faire ou sur sa capacité à créer? Bien sûr. Bien sûr. La réponse est dans la question. Oui, oui, exact. Donc, vous avez tout dit, et la dernière colonne, dans ma dernière colonne, c'est la création dont vous parlez, évidemment. C'est là que je suis créatif et inventif, c'est là-bas. Et c'est ce qu'on va nous demander, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il faut une base de savoir, on est bien d'accord. Mais ce savoir-là, je peux le découvrir dans la case inversée. Si j'ai envie que mes gens découvrent quelque chose, moi, formateur, je viens avec tous des documents. Et je leur pose une question, et puis je dis, voilà, dans 20 minutes, il faudrait bien qu'on trouve des réponses à cette question-là, et vous avez tout à votre disposition qui est là sur la table. Cherchez vous-même. Je peux encore peut-être une petite parenthèse. Tout ce que vous avez appris en faisant, tout et plus que tout que vous avez appris en faisant, vous le savez encore. Et tout ce que vous avez appris en ne pas le faisant, vous ne le savez plus. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir avec mes gens, même quand ils utilisent dans leur métier des choses qu'ils ont apprises, ils utilisent dans leur métier, ils l'utilisent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils l'utilisent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je leur cause à des menuisiers et des maçons Pythagore, ils ont du mal. Et si je leur demande de lire M avec un au-dessus, 2, donc M avec un 2 au-dessus, et avec un cœur touchant, ils lisent mètre carré. Et quand je leur demande où c'est que vous avez vu carré, vous autres? Où c'est que vous avez vu carré? Et la réponse ne traîne pas parce qu'on nous l'a dit. C'est tout. Mais ils ne savent pas me dire qu'est-ce qu'il veut dire le 2. Entre parenthèses, la Société Wallonne des Eaux nous a tous pris pour des baudets, hein? Puisque dans le fond, c'est écrit en grosses lettres comme ça, noir, dans le fond de votre petit compteur, quand vous relevez, n'écrivez plus ce qu'il y a après la virgule. Je le tiens de M. Eric Van Sevenant, qui est le directeur général de la Société Wallonne des Eaux, et qui habite mon petit village. C'est bien écrit. Maintenant, ils ont changé et ils ont mis une petite ligne, une petite ligne comme ça, et qui s'arrête à mètre cube. Ce que je lui dis tout de même, ça c'est vraiment nous prendre pour des baudets. Hein. Ne mettez plus ce qu'il y a après la virgule à l'autre. Maintenant, c'est plus écrit, j'ai vu les nouveaux, c'est une petite ligne qui s'arrête après mètre cube. Donc derrière la virgule, ne vous occupez pas. Mais oui. Parce que parfois on répondait... Il nous reste 10 minutes. Hein, Excuse-moi. Quelques questions? Encore, oui. Oh, pardon. Pierre Van Heymerck, je suis formateur indépendant après avoir été formateur salarié, entre autres au Forum et à l'IFA-PME. Vous avez parlé de la robotisation, vous avez parlé de la modification profonde de l'environnement professionnel qui attend toutes les personnes qui sont ici et tous les plus jeunes. C'est un défi absolument énorme en termes de formation. Croyez-vous que nous sommes actuellement partis vers une formation de ceux qui apprendront aux jeunes à découvrir, à être capables de se débrouiller dans une société qui n'est peut-être plus la société des formateurs? Je pense entre autres à un enseignement basé sur le papier quand des jeunes utilisent leur smartphone. Mais oui. Oui, donc ça c'est parfois dans les formations, je pense qu'il y avait une des questions là-dessus, quelle est votre position par rapport au numérique? Le smartphone, l'ordinateur, etc., c'est un document d'aujourd'hui, moderne, que je peux donc utiliser pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Comprenez, le formateur aujourd'hui, il devrait peut-être mettre du papier crayon, des livres, etc. Et puis mettre aussi téléphone et autres, et dire aux formés, vous pouvez prendre votre téléphone pour aller chercher l'information dont vous avez besoin.
Et j'essaierai de faire de plus en plus des gens autonomes, c'est ça qui nous intéresse, autonomes et capables de réfléchir. Et je pense que l'avenir, il est à ceux-là. Et tout le monde peut y arriver. Si le formateur s'en donne la peine et met à la disposition des gens qu'il forme, je pense qu'il peut aller vers là. Mais il faut qu'il soit d'abord lui-même convaincu qu'on va vers là. Et pas que je lise parfois, non, c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. J'ai lu ça en dessous de l'article, hein, avec les 800 millions d'emplois. Non, rassurez-vous, c'est ça. Oui, bonjour. Madame, donc, Annick Bertrand, je travaille à Formaform et j'ai 2 petites questions. La première, notamment, c'est sur votre slide où vous mettiez transmissif égale nocif. Et donc, il est certain que nous sommes aussi des adeptes de Mérieux, évidemment, et nous travaillons beaucoup avec les paradigmes de Leclerc. Mais peut-on vraiment aller dans le rejet du transmissif? N'est-il pas plus pertinent de s'interroger sur ce qu'est le vrai transmissif? Parce que là, on risque de confondre transmissif et magistral et de balayer, alors que la transmission, c'est quand même un des fondamentaux de la pédagogie. Et donc, ce slide-là m'a assez interpellée. Attends, je vais d'abord répondre à ça, si tu veux bien. Alors, transmissif, quand je mets nocif, c'est un petit peu pour vous faire remuer, et apparemment, j'ai pas trop mal réussi. Hein, vous et tous les autres, hein, quand je mets ça aux formateurs aussi, ils sont pas contents. Pourquoi nocif? C'est clair. Mais moi, à partir du moment où c'est moi-même, en tant que formé, qui suis allé chercher les informations dont j'ai besoin, ça va aller. Où je suis moins convaincu dans l'affaire, c'est quand quelqu'un nous le dit. Dans mon esprit, c'est ça. Je dis, je te transmets, je dis, tu prends pas, je dis, on verra bien ce qu'il en restera, et quand on vous interroge à l'examen oral, il reste pas grand-chose, si on craque, etc., si on gratte un peu, etc., etc. Tu vois, c'est ça que je mets nocif. Mais c'est sûr qu'il faut de la transmission. Bien entendu, un expert en maçonnerie, il va transmettre avec lui son expertise, mais il ne va pas lui dire. Comprenez? Je comprends tout à fait, mais alors c'est peut-être dommage de faire passer ce message, justement, plutôt que de dire attention, la transmission dont vous parlez est une transmission pervertie, et ce n'est pas ça le fondement de la transmission. Et ce serait peut-être un message alors peut-être plus pertinent pour nos formateurs, de remettre la vraie transmission au cœur de nos apprentissages. Vous avez raison, et je devrais peut-être. Vous avez raison, la deuxième question, expliquer. C'était justement sur votre slide. Où vous dites que tu trouveras un moyen. Ouais. Et je me demande si l'implication qu'on attend des stagiaires, des apprenants, le fait de redevenir acteur, peut-il s'inscrire dans ce phénomène un peu de culpabilisation, hein, qui est ancré dans notre culture, évidemment, mais de dire tout le monde peut réussir. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde peut vraiment réussir? Est-ce qu'on doit absolument faire jouer ce sentiment de culpabilisation? Et si on le fait jouer, qu'en est-il vraiment de l'implication de la personne dans son apprentissage? Ok. Et lié au droit à l'erreur dont on parlait précédemment. Absolument. Il faut qu'on soit clair avec tout ça. Hein. Je ne veux, dans le cadre de mon message, culpabiliser personne, évidemment. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais moi, j'aimerais bien que ce qu'on a augmente. Et que si je suis formateur, je dois tout de même aller essayer d'abord, de suivre des formations, et puis essayer de m'informer à gauche et à droite. Je dis toujours, quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas écrire « Maréchal Ferrand » sur ma porte. Parce qu'alors, je dis, si c'est comme ça, je plains le cheval. Mais il y a des formateurs, oui, non, exact, mais il y a des formateurs qui viennent à des formations avec des pieds de plomb, mais dans ces cas-là, le cheval, ce sont les formés. Et je les plains. Et je les plains amèrement. Et c'est pour ça qu'on fait de la formation de formateurs et qu'on n'en fera jamais assez. C'est pour ça. Intervention, oui, donc on a pas mal parlé de Mérieux. Oui. Moi, je voudrais quand même rendre les honneurs au magistral, oui. Qui a sa place. Mérieux a un superbe exercice qui s'appelle le dilemme pédagogique.
dans lequel il resitue exactement où et quand et à quelles conditions le magistral a sa place. Et je pense aussi à toutes les démarches du groupe français d'éducation nouvelle, notamment sur la place du magistral. Ça, c'est une petite parenthèse. La question que moi je me pose, c'est pas une vraie question, c'est plus une réflexion qui est de dire on a des objectifs très élevés pour la formation, en termes d'autonomisation, par exemple. Mais d'un autre côté, le temps dévolu à la formation est de plus en plus restreint et de plus en plus minimisé. Donc il y a quelque part une espèce de décalage entre le niveau élevé des objectifs, faire des gens réflexifs, la pratique réflexive, c'est pas en une journée qu'on apprend aux gens à faire ça. Et donc c'est un peu une difficulté qu'on a pour le moment entre le niveau d'objectif qui est très élevé en termes d'apprentissage, de compétences à développer, et le temps dévolu à la formation pour les atteindre. Tout à fait. Il est très clair que des formations en 1 ou 2 jours, ça ne rime à rien. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, mais c'est comme ça. Vous voyez, dans l'esprit de formateurs sur le terrain, dans les entreprises, déjà quand ils viennent un jour, c'est déjà tout juste. Alors, si vous mettez 2 ou si vous mettez 3, peut-être que vous ne les aurez pas du tout. Donc il vaut mieux les avoir et essayer d'atteindre 1 ou 2 objectifs dans ce qu'on demande, et essayer de mettre le paquet sur ceux-là, et vous aurez peut-être fait un petit peu. Pour en revenir aux questions de temps... Une petite conclusion, M. Cué, maintenant on termine, vous avez encore 1 minute pour conclure. Pour en revenir, voilà, ça va juste être 3 mots. Je voulais dire à madame, dans notre métier de formateur, il y a quelque chose à laquelle on doit faire face, parce qu'on dit dans notre métier que former, c'est savoir perdre du temps pour en gagner. C'est ce qu'on nous dit. Donc maintenant, la question de temps dans notre métier de formateur, on devrait peut-être la mettre un peu de côté.